Coucou tout le monde, c'est l'été sur Entre vous et moi, l'épisode 5 des best-of, le meilleur de nos invités. Eh bien oui, c'est ici avec un soleil incroyable. Et on va vous parler du colosse au pied d'argile. On va retrouver Sébastien Boey, également Bérangère Loiseau qui va nous parler de son papa, le chef étoilé que vous adorez, qu'on adorait tous. Linda Hardy, ancienne Miss France, qui va nous parler de la ménopause, un sujet ô combien important et encore tabou aujourd'hui. Également, nous allons retrouver Romain Racheline-Borgeaud, qui est un artiste, danseur, chorégraphe aux 1000 talents. Je vais aussi vous parler un petit peu de moi, comme ça vous allez un petit peu découvrir aussi ma vie et mes moments pas toujours roses. C'est aussi pour ça qu'on a envie de créer des moments forts et humains, tous ensemble sur Entre vous et moi. Et tout de suite, eh bien, on retrouve Élodie Gossuin, l'ex-Miss France que vous adorez, Élodie si naturelle, si belle, si punchy. Eh bien, c'est ça, Entre vous et moi. Sans masque, sans costume, on est tous ensemble. Et on vous aime. Très bel été sur Entre vous et moi. Parce que qui dit UNICEF dit évidemment enfant, qui dit UNICEF dit maman, et tu l'es, une maman qui fait de son mieux. Être mère, tu es la maman de 2 paires de jumeaux. Ouais. Tu fais pas les choses n'importe comment. Bon, en même temps, il y avait des antécédents, hein, c'est ça, tu les avais rappelés. Ouais. Et j'aime beaucoup quand tu dis des jumeaux dizygotes. Ça, c'est important. Ah, c'est important parce que c'est vrai que ça, en tant que femme, mère ou pas, les réflexions, je pense qu'on peut tout en faire un petit listing. Mais je pense que pendant la grossesse et les premiers mois de vie de tes enfants, des réflexions, t'en as. Alors, quand tu as des jumeaux, les réflexions sur... alors, c'est des vrais ou des faux jumeaux. Et je déteste le terme faux jumeaux. Parce que déjà, j'avais un souvenir assez traumatique de cette réflexion pour ma sœur et mon frère, où mon frère était rentré de l'école en pleurant, en disant « Ils ont dit que j'étais un faux, ils ont dit que j'étais faux, ils ont dit que j'étais faux ». Genre, le côté, et c'est vrai que je réponds, moi, quand on m'a fait cette réflexion, de dire, alors déjà, ce sont des jumeaux dizygotes, mais généralement, j'essaie d'être second degré. Je dis, bah oui, c'est vrai, ils sont en plastique, non, non, ce sont des courgettes, ou, enfin, tu vois, ils ont combien d'écart? Oh, 8 mois, enfin, tu vois, parce que les gens, c'est vrai, ont des réflexions, des fois, c'est pas volontairement blessant, mais quand tu es dans une période déjà très fragile, de remise en question, que tu as l'impression de tout faire mal en tant que maman, que tu es épuisée et que tu te cherches et que tu n'as pas le mode d'emploi, ou quand tu trouves le mode d'emploi, bah, il ne correspond pas à ta vie, quoi. Tu vois, c'est compliqué de savoir t'allaites, c'est pas bien si c'est trop longtemps, t'allaites pas, t'es une mauvaise mère, tu retravailles, c'est pas bien, enfin bon bref, tu fais jamais correctement les choses, quoi. Tu vois, et de travailler en matinale, en radio, le nombre de fois où c'était de dire... Quand même, pour une mère de famille, vous êtes sûr que ce serait pas mieux d'emmener vos enfants à l'école? Non, mais connard, tu crois vraiment que ça me fait déjà pas souffrir chaque matin à 8h10 de me dire que moi, je suis pas avec eux? Mais on a tous des concessions dans la vie. Enfin, tu peux pas être là le matin à 8h, ne pas les mettre à la cantine, être à 16h et avoir 2 heures de dispo pour les devoirs, les bains, la cuisine, le machin. Mais ouais, mais j'aimerais bien et travailler, faire le marché tous les jours, des bons petits plats, ne pas les mettre à la cantine, les emmener, répondre aux profs, enfin... Mais c'est la vie, quoi. La vie, elle est comme ça. C'est juste que j'ai arrêté de culpabiliser, même si tu es toujours sur un fil. Bah, des fois, je tombe du fil, mais tu te rattrapes, quoi. Puis tu fais comme tu peux. Mais ouais, c'est pas facile de jongler. On peut pas être une super maman, une super femme accomplie professionnellement, une super amante, une super copine, une super tout le temps, quoi. T'es pas à la fois, justement, en porte-jartel et en jogging. T'es pas à la fois ébréché et puis le lendemain... Non, moi je suis la nana qui, pendant les premiers mois de vie de mes enfants, quand je prenais une douche tous les 3 jours, j'étais contente, quoi. Voilà. J'étais pas Rachida Dati, brochée, rouge à lèvres en sortant de la maternité, même si c'est une image aussi et que c'est pas du tout une critique. Mais le problème, c'est que ça fait culpabiliser les femmes, quoi. C'est ça le souci. Et une bonne maman, c'est surtout une femme qui s'aime aussi. C'est une femme qui s'aime et puis qui arrête de vouloir répondre aux injonctions en pensant que... Le soir, il faut se transformer sexuellement pour son mari. Le matin, se transformer au niveau vestimentaire et être la super maman qui arrive à l'école en talons aiguilles, mais qui est prête à aller bosser, qui sera quand même là malgré tout le soir. Et puis, il faut arrêter de s'infliger ça en croyant que les autres femmes gèrent et que tout va bien chez elles aussi. Au contraire, il faut se dire que regarder et faire preuve aussi de compassion et d'empathie envers les autres, quoi. Bien sûr. Jules et Rose sont nés en 2007. Oui. Léonard et Joséphine en 2013. Oui.
avec, énorme exploit, le même papa. Toujours maintenant. Faut-il le prouver? C'est ça. On va lancer la rumeur. Ce serait pas un exploit, ça? 4 enfants, 2 fois des jumeaux de 4 pères différents. Ce serait pas mal, hein, pour des jumeaux. Alors non, c'est le même papa, oui. Ouais. Et on s'aime toujours. On a beaucoup de chance. Et quand tu disais, il n'y a pas de mode d'emploi, de la femme, de l'amante, etc., c'est aussi important pour toi de le montrer, en fait. Ces réseaux sociaux qui, justement, renvoient un miroir déformé de ce monde, de cette société. On parlait du physique des femmes aussi. Hein. Et il faut le dire, moi je le dis, il y a plein de nanas que je connais, que j'ai croisées dans la rue, que je connais professionnellement. Elles n'ont pas la même tête que sur Instagram. Mais je le dis parce qu'en fait, quand ma fille voit ça, ou se demande comment on fait pour avoir ce glow de peau, ce machin, ce truc, ces fesses, ça me rend dingue. Parce que ces nanas en question, il y en a certaines que je connais et elles ne sont pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Voilà. Donc non, je triche pas avec les réseaux sociaux non plus. Tu sors en pilou-pilou, en pyjama. Oui, ou tu vois, je le dis, ma maison c'est un joyeux bordel et non, on peut avoir l'idée reçue, et je dis pas d'ailleurs, certaines ont chez elles des jeunes filles au père, ne s'occupent pas de leurs gamins et chacun fait ses choix de vie et c'est pareil, je ne juge pas. En revanche, de me dire à moi que je m'occupe pas de mes enfants, ça m'énerve. Ouais. Et justement, je pense que ce post que tu as fait, qui a fait beaucoup parler de lui, quand tu étais malade, tu as montré ton visage fatigué, ton nez qui était pris, etc. Et bien ça, c'est quasiment un acte politique, je trouve. Je l'aurais sans doute pas fait il y a quelques années, mais c'est vrai que ça me dérange plus d'être moi-même, de pas faire attention à la tenue que j'ai quand je sors. Les parents à l'école, les parents d'élèves pourront vous dire dans quel état parfois je suis à l'école. Mais parce que en ce moment je suis plus souvent épuisée et en crise de nerfs qu'en crise d'euphorie et hyper apprêtée. J'ai enchaîné entre l'épuisement au boulot, j'ai été malade. Je suis épuisée, je suis plus souvent angoissée pour les enfants que épanouie et hyper rassurée. Et que ça aussi, d'ailleurs, je n'étais pas préparée à vivre autant d'angoisse avec les enfants, ça c'est sûr. Tiens, en plus, tu vois, ils passent le permis demain, les grands, tu vois. Donc ça non plus, c'est pas du tout une source d'angoisse. Les petits copains, les soirées, l'alcool, tout ça, ils n'aimeraient pas que j'en parle, mais c'est une source d'angoisse, c'est épouvantable. Je pense qu'il y a eu un déclencheur aussi, parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant « Comment tu fais pour que tout aille toujours bien chez toi ?» Et là, je me suis dit, vraiment, on a une image de moi, de la nana, genre qui sourit tout le temps et tout va toujours, la famille est parfaite et tout va bien. Mais non, non, c'est pas vrai. C'est un coup de gueule, c'est un besoin de sortir les choses. Oui, aussi. c'est aussi parce que justement, je me disais, j'ai beau dire, les nanas, elles sont pas comme elles sont sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est comme avant, les couvertures de magazines, le papier glacé, le Photoshop, c'était pas la réalité non plus. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Et je me suis dit, ça veut dire aussi que je renvoie cette image parce que je ne montre que les moments où ça va. Et je me suis dit, justement que j'avais cette responsabilité-là aussi. Je peux pas faire croire aux mères de famille et aux femmes que j'ai 4 enfants, que je bosse et que tout va bien tout le temps. Parce que c'est pas vrai. Parce que je pleure souvent. Oui, je pleure souvent. Et oui, je suis en crise de nerfs souvent. Et il y a eu des moments où j'ai failli divorcer. Il y a des moments où... 10 fois, t'as dit. Mais oui, mais c'est normal. En fait, j'allais dire, même c'est humain, en fait. Évidemment. Quand au bout de plusieurs mois, tu travailles toutes les nuits, que tu allaites ton enfant, que t'en peux plus et que tu rebosses, que tu sais qu'il faut plus adresser un mot à ton mec, sinon ça part direct. Bien sûr. Ah non, c'est pas tout rose. Non, ça va pas. Et puis, il y a eu plein de moments comme ça pour d'autres raisons et que c'est la vie. Et qu'au contraire, c'est de savoir traverser les orages ensemble, quoi. Donc, je suis même très fière qu'on soit toujours ensemble et qu'on s'aime. C'est beau. Enfin, je suis fière de nous, quoi. Et c'est une fonction de Miss, au-delà de la représentation de la France, au-delà d'une représentation de valeurs. C'était pas aussi de grandir et de vieillir avec les siens et de se dire qu'à 20 ans, on est une belle Miss et qu'à bientôt 50, on est aussi cette nouvelle Miss-là. Je pense que c'est important. Ouais, c'est important
J'ai du mal à regarder dans le rétro et à analyser les choses. Mais en revanche, je ne me suis jamais autant aimée qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et je suis très reconnaissante de la vie que j'ai. C'est vrai que je me réveille chaque matin en me disant que j'ai beaucoup de chance, quoi, d'avoir des enfants en bonne santé et d'être juste heureuse. Globalement, en tout cas. Je ne dis pas justement que tout est de façon en valeur absolue génial tout le temps à 100%, mais d'avoir l'essentiel dans la vie, quoi. Ça, c'est sûr. Et après, en termes d'image, c'est vrai, parce que même dans les anciennes Miss France que je vois, celles que j'admire le plus, effectivement, ont 40 ou 50 ans et véhiculent quelque chose d'insaisissable, mais qui est essentiel. Les gens vivent avec toi. Je pense que c'est aussi pour ça que tu es si populaire. Et les gens voient en toi cette femme qui accepte aussi de voir le temps qui passe, de construire une famille, de souffrir, de pleurer. Et pour ça, merci. Mais c'est la vie, quoi. Cricket, il est drôle et gentil. Tout le monde l'adore au village. Et surtout tes parents, quand tu rentres de la musique, de cours de musique ou de rugby, il te viole dans la voiture. Et puis quand il rentre, il vient prendre un café avec tes parents et il papote avec tes parents. Et toi, t'es où là ? Moi, je m'efface, je suis dans la chambre. Des fois, je suis sur le canapé dans mon coin. Mais effectivement, c'est terrible. Et en fait, mes parents, aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine pour eux parce qu'ils sont encore dans un sentiment de culpabilité. Parce que quand on apprend ça, moi, j'avais beau leur dire que ça se passait comme ça, mais voilà, mais à aucun moment je leur en veux à mes parents. Parce que pour moi, je les considère comme les premières victimes de ce prédateur. Pour m'atteindre, il fallait bien sûr qu'il ait l'approbation de mes parents pour me transporter, la validation. Et donc c'était les premières victimes pour qu'il ait accès à moi. Et aujourd'hui, et depuis la création de l'ASSO, quand on aide une victime, j'ai toujours voulu faire une approche systémique. Donc on aide la victime, mais on aide aussi les victimes collatérales qui sont les parents, bien sûr, quand ils ne sont pas les auteurs de ces actes. Donc voilà, il me ramenait, il me violait, 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. C'est terrible. Quand on apprend ça, et en plus, ils avaient vraiment confiance qu'en lui, donc il n'y avait que lui qui pouvait me véhiculer, personne d'autre. Ça montre la force de manipulation qu'ils ont de ces monstres. Ouais. Tu as 11 ans et demi la première fois dans la voiture. Et tu l'as dit il y a quelques instants, tu es mort émotionnellement. Comment tu l'as senti en toi ? Tu te regardes dans ce miroir, tu pleures pour la dernière fois et tu disparais. Et là, la haine. La haine qui arrive, la boule au ventre, la gorge serrée. Des sensations que j'avais des fois en entrant sur le terrain, c'était différent. Ouais. Mais cette gorge serrée, le goût presque du sang dans la gorge quand on a fait des efforts hyper denses. Et donc après, voilà, je tombe dans tous ces mécanismes d'autodestruction qu'on va mettre en place. Un mal qui va nous faire du bien, qui va nous apaiser, mais qui va faire beaucoup de mal aux autres aussi. Tu t'isoles. On s'isole, mais moi le rugby m'a permis, c'était ma bouée de sauvetage en fait. Et pendant toutes ces années de silence, j'étais accroché à cette bouée, je voulais surtout pas la lâcher, même si dans la jeune enfance, pendant ces viols, je savais très bien que c'est lui qui allait me ramener, et si je perdais cette bouée, mais en fait j'avais tout perdu, sur qui j'allais déverser ma haine. Alors au début je l'ai fait sur le terrain, pas dans les règles, après en dehors, où j'étais devenu très violent. Après il y a eu l'alcool, il y a eu le sexe, il y a eu l'argent, il n'y a pas eu la drogue, parce que je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui avec le recul, est-ce que tu cherchais à te détruire ? Ouais, c'était entièrement ça. On ne se respecte pas en fait. On ne se respectait pas, on avait besoin de se faire du mal. Pourquoi j'ai pas dit non ? Pourquoi je me suis laissé faire ? Mais en fait, on est sidéré, on est tellement manipulé et menacé aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un rugbyman. L'homosexualité avec le rugby, aujourd'hui on nous fait croire que c'est, et le sport en général, on nous fait croire que c'est accepté, avec tous les problèmes d'homophobie que l'on voit aujourd'hui.
Nous, ils nous menaçaient comme ça. Si tu le dis, je dis à tout le monde que tu es un PD, on disait à l'époque. Donc ça mettait encore un verrou supplémentaire sur notre parole. Et donc c'était hyper compliqué. Donc la rage, parce qu'on savait qu'il avait la main sur nous. Enfin, moi, en tout cas, je savais qu'il avait la main sur moi. Parce qu'en plus, comparé aux autres, pendant le procès, j'ai appris qu'il était amoureux de moi aussi. Ça, c'était dur à entendre. Et donc, je comprends après pourquoi il était aussi proche de moi. C'était sa défense aussi, non? C'était sa défense aussi, oui. Ouais, comme l'avocat qui lui dit, bon, dites pardon. Voilà. Bon, bien sûr, on ne l'a pas accepté. Ce cercle vicieux, c'est-à-dire que tu restais en vie grâce au rugby, mais à chaque fois que tu allais au rugby, tu savais que tu allais être violée. Tu te dis quoi? Est-ce que finalement tu te sens pas, malgré toi, j'utilise ce mot volontairement, responsable? Non, parce qu'en fait, j'étais tellement passionné de rugby, si j'avais arrêté brutalement cette discipline, sans raison, sans blessure, c'était un signal trop fort à envoyer. Comme faire la tronche à lui, c'était pas possible puisque c'était le pitre de la famille et tout le monde l'adorait. Donc on pouvait pas se fâcher avec lui. Donc il était vraiment invisible, lui, dans ce champ de violence. Et donc non, je me sentais pas coupable ou complice ou ce qu'on veut de ces actes, puisque c'était ma façon d'être masqué moi aussi dans ce que je subissais, puisque je n'arrivais pas à parler. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on rentre pas à la maison en disant « Papa, maman, Cricket, il me viole ». Pourquoi? Le sujet de la sexualité, on arrive dans les années 90, il y avait la moindre scène de baiser à la télé, les parents ils se levaient pour aller faire un café ou aller aux toilettes, et c'était un sujet qui n'était pas abordé en famille, qui était tabou, qui n'était pas abordé dans les collèges, dans les écoles, qui n'était pas abordé dans les clubs sportifs, les médias ne s'étaient pas emparés. Aujourd'hui, c'est des affiches sur les murs, c'est les médias, on entend le sujet sur la table, donc la prévention est là, la formation est là pour la détection des victimes et des signaux faibles ou forts qu'elle peut envoyer. Et avant, il n'y avait rien de tout ça. Le néant. Mais encore aujourd'hui, ce sujet tabou en famille, de la sexualité, verrouille la parole encore de beaucoup de victimes. Ouais. Parce qu'on n'ose pas parler, parce qu'on sait ce qu'on subit, mais les parents ne savent pas ce que c'est l'acte qu'on subit. Tu entres à peine dans l'adolescence, tu as 13 ans, quand le 24 février 2003, tu ne seras plus jamais la même Bérengère. L'établissement, la Côte d'Or, a alors 3 étoiles aux fières mamans. Bernard Loiseau, ton papa, a terminé son service. Il monte dans sa chambre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est difficile. C'est là. Il met fin à ses jours, oui. C'est ta maman qui le découvre dans la chambre. Il s'est tiré une balle avec son fusil de chasse dans la tête. Il avait 52 ans. Tu t'en souviens? Très bien. Je me souviens de tout. J'étais à la Côte d'Or. Le matin, j'avais fait une photo avec lui parce que je faisais à l'école un petit exposé sur les métiers de tes parents, comment on fait systématiquement, et donc il fallait que je prenne une photo. Voilà. Le service était terminé, ça veut dire qu'il y avait même des personnes qui dormaient à l'hôtel, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ta maman décide dans la nuit de tout continuer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mode urgence, il y a un mode survie. Comment elle fait avec toi, sa grande, et puis les 2 autres derrière? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mots? Qu'est-ce qui te revient? Je peux le dire, puisqu'elle l'a raconté dans son livre « La revanche d'une femme ». Très vite, nous, on est rapatriés dans un endroit neutre. On est vite pris en charge. Elle doit gérer les médecins, la police, etc. Et après, donc elle nous l'annonce, et après on va au relais, on prend une chambre de l'hôtel en fait. Elle nous dit pas tout de suite ce qui s'est exactement passé, elle débranche toutes les télés, les radios, etc. Et après elle gère la partie pro et les équipes
sur place. Parce que nous, on est 3, mais elle en a 100 à gérer. Qui ont acheté des maisons dans le coin, qui ont fondé des familles à Saulieu ou aux environs. Et il y a la terre entière qui a les yeux rivés sur cette petite bourgade du Morvan. Et là, très vite, elle réunit ses capitaines, donc son chef, son directeur. Et elle leur dit, écoutez, moi c'est très clair, il est hors de question que je décroche le nom Bernard Loiseau de cette maison. Pour vous, mes équipes, je ne vous ferai jamais vivre ça. Pour mes enfants, comment est-ce que je peux justifier ça? Et pour les Français, qui l'aiment. Et c'est allé très vite dans sa tête. Mais à un moment donné, elle voit les deux chemins. Elle voit les deux portes en fait qu'elle peut prendre. Et elle s'est dit, ok, je peux vendre, ça se tient. Et puis je remonte à Paris. J'ai un appart en plus, c'est très bien. Et puis on recommence à zéro. Et voilà. Et très vite, cette option s'est fermée. Ça paraissait tellement ridicule pour elle par rapport à tout ce qu'elle avait construit avec papa. Parce que c'est avec maman que papa arrive à l'apothéose de sa carrière. C'est elle qui donne l'impulsion à l'international, c'est elle qui donne l'impulsion d'hôtellerie, c'est elle qui fait avancer la machine plus vite que prévu pour papa. Et très vite, en tant que professionnelle et cartésienne, puisque c'est toute sa formation biochimiste, elle analyse aussi la situation et elle se dit, ok, la maison est plus belle que jamais, c'est un relais château somptueux, j'ai les équipes et j'ai surtout l'héritage culinaire, toutes les recettes emblématiques de papa sont là, donc on peut continuer. Et les valeurs que papa a défendues, les valeurs de terroir, les valeurs d'excellence, tu peux les injecter à d'autres. Et elle s'est dit, en fait, la maison a tout pour continuer et je vais le faire. Je vais au moins essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins je vais essayer. Et pourtant, elle avait un paquet de points d'interrogation. Et tu comprends? Tu comprends la décision. Tu comprends la décision et ça fait sens, en fait. Oui, c'est notre maison. En fait, notre famille n'a existé que pour ça depuis le début. Et le lâcher-prise dont tu parles, il en est question justement avec ce livre qui vient de sortir. Tu es la voix des femmes, de toute une communauté de femmes qui te suit notamment sur les réseaux sociaux grâce à ta page Ménopause Attitude. Se dire que oui, le temps passe, oui, il se passe des choses, oui, notre corps se transforme. Et l'accepter, c'est aussi un lâcher-prise. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période de vie comme d'autres qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter, puisque c'est une période de vie par laquelle nous passons toutes. Après, ce que j'ai eu envie de raconter, et ce pourquoi je me suis engagée sur ce sujet-là, il y a déjà 3 ans, alors que personne n'en parlait, c'était que j'avais moi-même personnellement trouvé un certain nombre de clés et que très vite j'ai été effarée de voir à quel point on n'avait pas d'infos. À quel point les femmes sont abandonnées, délaissées, maltraitées durant cette période de vie. Je n'ai pas pu me résoudre au fait que la société veuille mettre les femmes de plus de 50 ans à l'écart. À un moment où elles ont acquis de l'expérience, où elles ont cette maturité, où elles ont traversé beaucoup d'épreuves, où elles se sont relevées. Quand on voit à quel point les femmes sont présentes dès leur plus jeune âge, dans tous les domaines de la vie, à quel point elles sont fortes en tant que femmes, en tant que mères, en tant qu'épouses, à quel point elles sont dévouées pour la plupart dans ce chemin de femme. Je me suis dit, c'est juste pas possible en fait. En comprenant un certain nombre de choses sur cette période de vie,
en comprenant que ça n'était certainement pas le début de la fin, mais comme je le dis souvent, la fin du début, j'ai estimé qu'il était de mon devoir, en tant que personne qui a une voix, que d'essayer de libérer la parole, de faire bouger les lignes, et de mettre en lumière un problème qui est existant et qui doit absolument être réparé. Mais n'empêche que je pense surtout, j'ai eu envie de redonner confiance aux femmes, parce qu'en fait, d'un point de vue, on a un certain nombre de croyances qui font qu'on a, depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que finalement, arrivé à un certain âge, bon voilà, c'était un peu la fin. On était sur le déclin. Le changement se fera toujours d'un point de vue individuel. L'inconscient individuel évolue plus vite que l'inconscient collectif. Donc pour qu'on arrive à changer le regard de la société sur ces femmes qui avancent dans l'âge, cela va venir de chaque femme. Et on ne peut pas demander à la société de changer les choses. Le changement doit d'abord venir de nous-mêmes. 500 000 femmes, tu le rappelles, hein, chaque année sont concernées. Plus de 14 millions de Françaises ménopausées. Et je ne sais pas si vous, qui nous écoutez, avez ressenti ça également, mais dire que nous sommes des femmes ménopausées, c'était honteux. On ne le disait pas d'ailleurs. Et avec ce livre-là, on a l'impression finalement que le tabou se lève, et que ce n'était pas un gros mot, et que ça ne veut certainement pas dire que puisque nous ne pouvons plus enfanter, nous continuons d'être femmes, d'être désirables, d'être belles. C'est ça aussi. Ce qui pour moi est le plus gros message, c'est que j'habite un nouveau territoire. C'est pas moi qui suis foncièrement différente, mais il y a des choses que je peux plus faire tout à fait comme avant, et donc en fait c'est surtout ça que les femmes doivent comprendre. Moi c'est ça l'information qui m'a manqué. Parfois, des femmes m'écrivent, elles me disent « mais je comprends pas, j'ai pris 10 kilos, j'ai rien changé ». Bah oui, c'est parce que vous n'avez rien changé que vous avez pris 10 kilos. C'est encore une période de vie comme toutes les autres où on demande aux femmes, plus qu'on le demande aux hommes en général, c'est-à-dire de s'adapter, de trouver en soi la force de faire les choses un peu différemment. Oui, parce que les hommes grossissent aussi quand ils vieillissent, bien sûr, prennent des rides quand ils vieillissent, et pour autant, c'est plus facile de dire qu'un homme est beau en vieillissant qu'une femme. On l'entend encore énormément. Bien sûr, mais parce que on est encore dans une société où l'apparence physique a énormément d'importance, et on est quand même beaucoup plus tolérant de manière générale avec les hommes qu'on l'est avec les femmes. C'est pas le regard de la société qui est très important, c'est vraiment le regard que chaque femme porte sur elle-même. J'ai envie de dire, peu importe si quelqu'un vous dit « Ah, tiens, putain, elle a pris cher ». En réalité, si vous vous sentez bien avec vous-même, si vous êtes bien dans votre corps, dans votre tête, et c'est pas parce que vous avez 5 ou 10 kilos en plus que vous devez vous sentir mal dans votre corps. En réalité, le regard des autres n'a absolument aucune importance et ne nous impacte pas à partir du moment où on se sent bien, où on a cette estime de soi. Donc c'est ça qui est le plus important en réalité. C'est pour ça que je dis que ce sont les femmes qui vont faire changer les choses. Parce que vous savez, le regard n'a d'importance que quand vous lui donnez prise. Un commentaire sur Instagram, il n'a d'importance que parce qu'il vous touche. Si vous êtes droit dans vos bottes, que vous savez qui vous êtes, que vous avez au maximum confiance en vous. Voilà, donc ce que je veux que les femmes comprennent, c'est que ça n'est pas cette période de vie qui impacte qui elles sont, font d'elles-mêmes. Et ce qui nous définit, c'est ce que l'on est profondément. C'est vraiment, on va dire,
Notre corps, ça reste une carapace en fait. Hein. Moi, je pense profondément que ce qu'on laisse dans ce monde, c'est pas ça, quoi. Ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est qu'en effet, tu partages ton avis, ton expérience de femme ménopausée, mais tu y ajoutes également des informations sur des régimes potentiels, sur le sport, les traitements hormonaux ou pas, les soins de la peau, les cheveux, et la baisse de libido aussi, liée à cette période difficile pour les femmes. Et c'est très intéressant parce que c'est très déculpabilisant, en fait, ce livre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet de la baisse de libido n'est pas quelque chose qui touche toutes les femmes. Vous avez des femmes qui ont au contraire une libido beaucoup plus exacerbée à partir du moment de la ménopause. Ce que j'essaie surtout de montrer, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose que l'on doit prendre comme tel et dire c'est comme ça et ça ne bougera plus. C'est ça la croyance limitante, c'est ça qui est totalement faux. Qu'est-ce qu'on en fait soi de tout ça ? Qu'est-ce qu'on en fait soi ? Comment est-ce qu'on est accompagné ? C'était important pour moi d'apporter aux femmes cette légitimité d'un point de vue de l'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les mêmes symptômes, on ne le vit pas tout de la même manière. Donc moi, je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Donc j'ai beaucoup de professionnels de santé qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre, parce que le partage d'expérience, il est sympa, mais ce qui est important, ce sont des outils concrets. Quatre ans plus tard, tu crées effectivement la Herbie Dance Company avec les fameuses claquettes. Comment sont revenues ces claquettes à ce moment-là, ce besoin de les faire vivre à nouveau ? En fait, il y a eu aussi un concours de circonstances parce que j'ai fait une vidéo avec un ami. On a créé cette vidéo ensemble avec d'autres danseurs avec des claquettes et du coup c'était sur une musique de Stromae, donc il y avait cette modernisation. Puis je sentais que j'avais envie c'était un filon qui m'intéressait de cultiver. Il se trouve que l'émission a vu cette vidéo en ligne. Du coup, ils m'ont demandé de participer à l'émission. À ce moment-là, je me suis dit que c'était l'occasion de créer un collectif pour pouvoir justement explorer, faire de la création, essayer des trucs. Okay. Et puis ça s'est fait en fait comme ça. Et après, les claquettes sont devenues un espace de différenciation aussi. C'était un moyen pour la compagnie de se différencier avec cette spécificité, avec le côté rythmique, le côté musical aussi. Comme j'ai fait beaucoup de musique, il y a un peu cette rencontre avec les claquettes de la danse et de la musique. Et, violoncelliste, hein, c'est ça ? Ouais, violoncelliste et du piano et de la guitare et des percus. Et donc, tu fais tout, quoi. Oui, tout assez mal, mais tout. C'est ça. Non mais c'est vrai, je suis pas instrumentiste, mais j'ai fait suffisamment de choses différentes pour comprendre un peu comment tout fonctionne, ce qui me permet de faire de la compo en MAO avec des ordis. Mais je vais pas jouer Chopin à la Philharmonie, quoi. T'as une exigence énorme, je crois, non ? Selon beaucoup de spectacles qui existent en France, sans doute. En même temps, j'ai aussi une équipe qui a envie de ça. Donc en fait, les danseurs sont aussi là parce qu'ils ont envie de faire des choses exigeantes. Et du coup, c'est pas moi tout seul en fait, c'est toute l'équipe qui a envie de ça. Alors tu dis que tu fais tout, mais pas forcément tout bien. Ok, il faut juste savoir que pour ce spectacle-là, tu es producteur, chorégraphe, directeur artistique, mais aussi musicien et chanteur avec cette BO absolument démente. Quand vous l'entendez une fois, elle vous reste dans le crâne et je peux vous dire qu'elle vous booste. Get the job done, ça pourrait être un peu ton mantra, non, il faut que le job soit fait, quoi, le travail soit fait. Oui, c'est vrai que, et c'est d'ailleurs dans les moments de doute, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était aux États-Unis. Alors c'est pas get the job done, mais enfin c'est un peu ça. Mais c'est quand parfois quand on sait plus, quand on doute, on sait plus. Just show up and do the job, or get the job done. Mais c'est juste à un moment donné, parfois il faut juste pas. Quand on ne sait plus, il faut aller au bout de ses objectifs, des choses qu'on s'est fixées. Et puis parfois, il y a des matins, on se lève, on ne sait plus pourquoi, mais on se lève, on y va, on le fait. Et on va au bout de la journée. Et parfois, on a besoin de plus de recul. Donc oui, ça peut. Parfois, je sais que je dois juste me dire, lève-toi et fais le job, quoi. Ok, run, stop, fall, rise. Cours, arrête-toi, tombe et renais, relève-toi. Ouais. C'est ta vie, ça ? Ça, c'est la vie de tout le monde, hein.
Je pense. Je parle C'est pas de tout la le monde, vie. je parle de toi. Oui, mais moi, ce que je vis, c'est ce que vit chaque être humain. En fait, ma vie n'est pas tellement différente de ce que vit chaque être humain. C'est juste la manifestation, la forme qui est différente. T'es tombée, toi? On est tous tombés. On est tous nés, on est tous tombés, on a tous manqué de choses, on a tous vécu des histoires avec des creux, avec des drames, avec des bons, tu vois. C'est de la vie de chacun. Et après, cette histoire-là, elle nous forge, et puis en tant qu'adulte, oui, on retombe, voilà. Mais je pense que oui, j'aime bien, bon, c'est un peu dramatique aussi, hein, ce Run, Stop, All Ride, c'est un peu dramatique, mais oui, j'aime bien cette idée de course sans fin, puis à un moment donné, si on s'arrête aussi, parfois on court pour ne pas tomber, parce que si on s'arrête, on s'effondre. L'équilibre. Mais finalement, c'est qu'en s'effondrant qu'on peut aussi se redresser ou se relever ou s'élever ou trouver sa verticalité la plus juste possible. Quelle a été la chute pour toi, la tienne, qui t'a permis de mieux rebondir? Il y en a plein, il y a des illusions sur le fait de ne pas être... on m'a dit que je ne pourrais pas danser parce que j'avais des blessures. Après, la décision de ne pas pouvoir être danseur classique. Il y a eu après une histoire personnelle d'enfance, d'équilibre, de déséquilibre. Mais toute épreuve est une opportunité de grandir. Tu te sens en déséquilibre constant ou pas? Je me sens chaque jour un peu moins en déséquilibre que la veille. Donc vers l'équilibre. Mais non, il y a des moments où je me sens bien. Enfin, de toute manière, moi j'ai créé un petit microcosme qui est la compagnie, qui est un espace aussi sécurisant. C'est un système dans le système. On a notre fonctionnement, on a notre équipe. Les gens qui sont là sont des gens qui sont importants pour moi. Donc je travaille qu'avec des gens bien, qu'avec des gens... Enfin voilà, j'ai cette chance-là d'être protégé du fracas du monde dans un espace où on peut dire que le danser c'est important. Et voilà, puis voilà, c'est une chance. Donc cet équilibre-là que j'ai créé est équilibrant pour moi. Parce que tu parles d'échec, toi, ou c'est pas un mot qui te... Si, il y a des échecs. Mais je vais pas faire ce pep talk de oui, l'échec. Enfin, si, en fait, mais c'est juste, on apprend, quoi. Donc, il y a des moments où on fait des trucs et puis on les aurait pas fait comme ça si on avait su. Mais pour savoir, il fallait le faire. Donc on l'a fait, on a appris. Puis après, l'idée, c'est pas de refaire les mêmes choses à chaque fois. Voilà, c'est pas de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Mais j'imagine qu'en partant d'une grande chaîne nationale, tu avais peut-être envie d'abord de te retrouver sur un autre média, sur une autre grande chaîne. Est-ce que tu as eu des propositions en partant justement de TF1 ? En fait, je pense que c'est un écueil. C'est-à-dire que quand on quitte un grand média, on se dit forcément on va vouloir intégrer un autre média. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est matricé comme ça. On est là-dedans. Et moi, j'y étais. Il m'a fallu du temps pour me désintoxiquer de ce chemin-là. C'est-à-dire, mais pourquoi, en fait, je devrais aller taper aux portes et avoir l'aval d'un patron qui accepte de me prendre et qui... Ça devrait être l'inverse, en fait. Ça devrait être au patron de savoir où se trouvent les talents, parce qu'il voit les choses, parce qu'il voit les gens. Donc, j'ai eu plusieurs rendez-vous qui ne se sont pas faits. J'ai envoyé quelques messages. Aujourd'hui, la société fait qu'on n'a pas le temps d'y répondre. Je viens d'expliquer que ça m'est arrivé également. Mais je me rends compte aujourd'hui aussi que la moindre des élégances, c'est de répondre, y compris quand c'est négatif et quand on n'est pas intéressé par une proposition. Et passer cette incompréhension finalement de... mais en fait... pourquoi personne ne répond à des demandes, à des CV, etc. C'est que, en fait, ma place, elle n'était pas là. Ma place, la vie me montrait du doigt qu'elle était ailleurs et qu'elle était dans ce qu'on était en train de faire, qui était au milieu de mon visage, qui était là avec mon collaborateur, etc. Et qu'en fait, c'était ici qu'on était destiné à être et qu'on était les meilleurs, en fait.
Et donc, après quelques désillusions, déceptions, justement parce que je ne comprenais pas, mais en fait, je me suis dit, mais bah si, s'il faut un signe et voir un signe, c'est parce que tu n'aurais jamais eu la même liberté de ton, la même liberté de parole, la même force de conviction d'inviter qui tu veux, où tu veux et quand tu veux. Je suis pour la première fois de ma vie ma propre patronne. Ouais. Avec Franck, on est vraiment c'est notre bébé et c'est ça la force. Et pourquoi ce média-là, j'allais dire, est unique? Non pas parce qu'on est les meilleurs, loin de là. Il y a des confrères et des consoeurs qui sont très talentueux, mais peut-être que parce que nous, on ne triche pas. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que de l'autre côté de l'écran, on a pris suffisamment trop longtemps le public pour des imbéciles à croire qu'il fallait qu'on leur vende, on leur donne quelque chose, on les nourrisse, on soit les donneurs de leçons. Je pense qu'aujourd'hui c'est terminé ça. Je pense que le public est tout à fait intelligent, sensé, libre et humain pour comprendre et pour savoir où ils ont besoin d'aller trouver l'information et ce qui les nourrit. Et c'est ça en fait qu'on veut impulser avec Franck. C'est ça, il n'y a rien d'autre en fait. C'est de dire, on n'est pas différents. Toi, moi, pourquoi je me mets à nu aujourd'hui? Pourquoi? C'est parce que derrière la présentatrice qu'on aimait, qu'on imaginait, personnage cathodique à côté de Jean-Pierre Pernaut, etc. Ben non, il y a une fille qui a morflé, il y a une fille qui a été une petite fille comme tout le monde, qui a eu ses doutes comme tout le monde, qui a pleuré comme tout le monde, qui a ri comme tout le monde, qui a pris des portes comme tout le monde. Et pour autant, elle est là, cette gamine-là, et elle est devenue la femme aujourd'hui qu'elle est. Et si moi, j'ai réussi à faire ça, je peux vous convaincre que c'est possible, en fait. Ouais. Et une mise à nu comme ça, loin de penser que c'est une fragilité, elle ne devrait pas se mettre à nu, elle va passer pour la fille faible, la fille fragile, la fille qui n'a pas trouvé de place dans une autre télé, etc. Mais non, au contraire que non. C'est celle qui, justement, par la seule force de son talent, de son expérience, de son travail, de ses valeurs, a créé un média qui me ressemble et qui vous ressemble, en fait. Ouais. Et tu parles aujourd'hui de ces épreuves-là que tu as traversées. T'en parles aussi de plus en plus ouvertement, j'ai envie de dire, sur tes réseaux. Tes invités aussi, évidemment, t'en parlent dans les interviews qu'ils font ici, parce qu'ils ont tous finalement des parcours inspirants, authentiques, mais qu'ils ont morflés pour réussir et pour s'en sortir. Ces épreuves-là, justement, aujourd'hui, c'est important d'en parler à cœur ouvert. C'est important même de ne pas montrer, de ne plus montrer, comme on l'a longtemps fait, la face souriante, et uniquement la face souriante des choses. Oui. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère. Ouais. On a été dans une ère de papier glacé, parce que la télé devait faire rêver, la télé devait nous faire sortir de notre quotidien, etc. Donc la télé, c'était le lieu intouchable qui allait faire rêver, mais on savait qu'on n'y serait jamais. Moi, je suis la preuve vivante que d'être à la télé, c'est pas un autre monde. On est passé de ça au buzz. Il faut diviser. Il faut gueuler. Il faut faire le buzz pour attirer l'attention à soi et pour exister. Ok, ça a marché un moment. Plus difficile, en fait, dans ces métiers-là, c'est la pérennité, c'est que ça dure. Voilà, le buzz, ça va disparaître. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui reste dans tout cela? Que ce soit dans la chaîne papier glacé ou dans le buzz, c'est qu'il y a le noyau commun, c'est l'humain. Il y a un être humain. Et je pense que finalement, on a perdu beaucoup de temps à vouloir cacher l'humain. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est en demande de ça. Si les politiques pouvaient le comprendre, si à un moment on pouvait juste se dire « Ok, on enlève la veste là parce que
à savoir celui qui aura la plus grosse bite, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, on n'en a rien à faire en fait. C'est juste montre-moi ce que tu as dans le bide, montre-moi ce que tu es capable de faire pour l'autre, montre-moi où sont tes lâchetés, sois conscient de tes lâchetés et vis avec tes lâchetés. Mais à ce moment-là, dépasse-les. Donc on a peur, les gens ont peur. Oh, ouais mais Dom, tu devrais pas te mettre comme ça, tu devrais pas parler devant la caméra, tu sais, les gens vont plus t'aimer, vont plus te voir comme la présentatrice. Moi j'ai eu ça, tu devrais pas. Faut pas que tu dises que tu as des difficultés à trouver, quelquefois des financements, etc. Mais c'est la réalité. Et c'est normal puisqu'on est un jeune média. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc si on ne fait pas savoir qu'on a envie d'avoir un investisseur, qu'on a besoin d'un investisseur pour nous porter encore plus loin, qui le saura ? Est-ce qu'on préfère jouer les dupes à se cacher derrière une coquille ? Encore une fois, je ne sais pas faire. Pourquoi nos politiques aujourd'hui sont tellement défiés ? Pourquoi on n'a plus confiance en eux ? Mais parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre celles et ceux qu'ils donnent à voir et celles et ceux qui sont dans la réalité. Je suis dans la réalité. Non, il ne suffit pas de traverser la rue pour décrocher un job. Non, c'est pas vrai. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Je suis allée à Pôle emploi à l'issue de TF1 en disant voilà, bonjour, je suis Dominique Lagroux-Sans-Père et je cherche un emploi. La personne qui m'a reçue pensait que je préparais un reportage pour TF1. Parce qu'on t'a reconnu quand t'es allée pointer. On m'a reconnue. Ouais. Ah, mais Dominique Lagroux-Sans-Père, en fait, vous... Non, mais je dépose un dossier. T'as ressenti quoi à ce moment-là ? J'avais honte. Ouais. J'ai eu honte. J'ai eu honte d'avoir autant de bagages, de diplômes, et de me dire, mais en fait, à 50 balais, tu te retrouves à France Travail. J'ai eu honte. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans la voiture en sortant de Pôle emploi. J'étais à terre. Et bien encore une fois, merci la vie. Parce qu'une fois que tout ça est passé, eh bien, je suis allée à Pôle emploi. Je sais ce que c'est d'aller à Pôle emploi. Je sais aussi qu'un job, on ne le trouve pas comme ça. Et qu'on a beau dire qu'on n'a pas envie de bosser, qu'on n'est pas réussi, etc. Non. Parce que quelquefois, vous êtes trop diplômé pour trouver un job. Parce que les personnes à Pôle emploi ne connaissent pas forcément mon milieu et me disent, m'ont même dit, mais on ne peut pas vous aider. Ouais, en c'est fait. ça. Vous êtes votre meilleur vendeur. C'est vous qui allez faire votre propre réseau. C'est ça, en fait. C'est ça, la vie. Donc non, il ne suffit pas de traverser la rue. Et ça, j'aimerais tellement en parler avec Emmanuel Macron. Non, c'est pas vrai. Et c'est comme ça, c'est aussi en comprenant que tout n'est pas dans une case. Tout n'est pas planifié. Tout n'est pas parcours. Tout n'est pas plan de carrière. Il y a un humain avant. Il y a un humain, et encore heureux, puisque sinon on serait bouffé par l'IA, on a un humain, et un humain avec différents parcours, et un humain avec ses forces et ses faiblesses, avec ses coups durs et ses coups forts. Et inscrite à Pôle emploi, je ne voulais pas le dire. T'en avais honte. Aujourd'hui, je le dis. Je suis encore inscrite à Pôle emploi, et c'est la preuve aussi que pendant 20 ans, j'ai cotisé et que j'ai le droit aussi à ça. Et qu'on n'est pas hors sol, on n'est pas journaliste hors sol, on n'est pas ouvrier hors sol, on n'est pas politique hors sol. Non. Chacun fait comme il peut. Et chacun aussi, aujourd'hui, ne doit plus avoir peur de dire ce qu'il ressent. Merci d'avoir regardé ce best-of d'Entre vous et moi. Retrouvez-nous tout l'été en vidéo sur notre chaîne YouTube et également en podcast sur toutes vos plateformes. Continuez de nous laisser vos likes et vos commentaires pour faire vivre la chaîne tout l'été. On est ensemble.